Belle blessure, mon vieux. Je ne savais pas que la maison de retraite organisait une journée de camp d'entraînement. La voix du jeune recrue résonna à travers le terrain d'entraînement, dégoulinante de mépris moqueur. Quelques autres ricanèrent, se tortillant sur leurs pieds, soulagés que l'attention ne soit pas braquée sur eux. Le sergent André Allier resta immobile, les bottes solidement plantées dans la terre. La sueur creusant des sillons à travers la poussière collait à son visage buriné. Sa chemise collait à son torse, mince mais obstinément musclé, trempé aux épaules. Des ecchymoses éclataient en fleurs pourpres et jaunes le long de ses avant-bras et de son cou. Une longue cicatrice blanche barrait le dessous de son œil droit. Et ses mains, bon sang, ses mains ressemblaient à deux morceaux de bois râpé, jamais vraiment remis de vieilles blessures. Le nouveau venu, le soldat de 2e classe, Lucas Denis, se rengorgea, balançant la tête comme un jeune coq arrogant, savourant le petit frisson de rire qu'il venait de provoquer. Combien de pompes avant qu'il ne se casse la hanche, lança Lucas en s'avançant d'un pas bravache. Ou bien, il a juste oublié où il mettait les pieds. Son sourire s'élargit, confiant. Il était grand, large d'épaules, le visage encore lisse de jeunesse et d'arrogance. Le commandant Grange se tenait au bord du terrain, les bras croisés, des lunettes de soleil dissimulant son regard. Il ne bougea pas, ne dit pas un mot. Il se contenta d'observer. Les autres membres du peloton étaient éparpillés, certains jetant des coups d'œil nerveux à André, d'autres encore trop verts ou idiots pour remarquer que l'air s'était soudain glacé. André ne broncha pas, ne cligna même pas des yeux. Il respirait lentement, ses narines se dilatant à peine, le regard fixé quelque part derrière Lucas, comme si le gamin ne méritait même pas qu'il le voie vraiment. Le silence s'étira jusqu'à devenir prêt à rompre. Lucas se balança sur ses talons, haussant les épaules vers son petit public. « Voilà ce qui arrive quand on sort les cercueils ambulants », ricana-t-il. La prochaine chose, il nous demandera sûrement de l'aider à retrouver son dentier dans la poussière. Les bottes du commandant Grange craquèrent sur le terrain d'entraînement. Il s'arrêta à côté de Lucas, le dominant de sa haute stature, bien qu'il ne fasse qu'1 centimètre de plus. Il parla d'une voix grave, basse, comme des pierres qui roulent au fond d'une montagne. « Tu viens de l'ouvrir face à Veuf 27, mon garçon. » Lucas plissa le front, la confusion plissant son regard. « Mon commandant, Veuf quoi ?» Derrière eux, le caporal Rémy jura à mi-voix, ses yeux glissant vers André avec une ombre d'excuse. Quelques autres baissèrent carrément le regard. Grange n'éleva pas la voix. Pas besoin. Ses mots s'étendirent, froids comme la pluie verglaçante sur tout le terrain. « T'as déjà entendu parler de l'opération Braise d'acier ?» Lucas secoua la tête, un rictus revenant timidement, comme s'il espérait encore que tout cela n'était qu'une mauvaise blague devenue trop sérieuse. « Non, mon commandant. » Grange hocha la tête vers André. Cet homme-là a mené une infiltration à 3 derrière les lignes rebelles. 2 n'en sont jamais revenus. Il a porté le dernier, les jambes réduites en charpie par des éclats, sur 12 kilomètres de jungle sous le feu des mortiers, avec la moitié des côtes brisées et un morceau de métal fiché dans la colonne. Ils ont voulu appeler une évacuation aérienne. Il a refusé. Pas question de risquer d'autres vies. Il a trimballé ce gosse sur son dos pendant 2 jours, jusqu'à retomber sur nos lignes. La bouche de Lucas s'ouvrit lentement. Les rires s'étaient totalement éteints. Tous les regards étaient braqués sur André, comme s'il le voyait pour la première fois. « Il n'a pas trébuché sur son ego, » reprit Grange, ses yeux durs sous la visière de sa casquette. « Il a traversé plus d'enfer que tes mains douillettes n'empoigneront jamais un fusil. Les bleus que tu te moques là, ils viennent de la rééducation. À réapprendre à marcher après qu'on lui ait reconstruit le bassin avec des plaques et des vis. À se tirer du lit chaque matin, alors que tous les médecins lui disaient qu'il ne se tiendrait plus jamais debout. » André parla enfin, sa voix râpeuse, éraillée, mais qui coupa l'air plus net qu'un cri. « Tu crois que ces bleus sont ma honte? Ces bleus sont ma fierté. Ça veut dire que je suis encore là, que je n'ai pas laissé le fossoyeur prendre ce qu'il restait de moi sans me battre. » Lucas recula d'un pas, ses yeux bondissant du commandant aux autres recrues, puis revenant se planter sur André. Le regard de l'aîné le cloua sur place, comme une baïonnette en plein thorax. « Je ne suis pas revenu ici
continua André, le souffle accroché à d'anciennes douleurs, pour qu'on me ménage. Pas revenu pour toucher un chèque ou raconter des histoires de guerre. Je suis revenu parce que des gamins comme toi doivent voir ce que ça donne quand le monde essaie de t'enterrer et que tu grattes quand même pour remonter à la surface. Les recrues bougèrent, les bottes grattant la poussière. Certains hochèrent légèrement la tête. Même Rémi avait l'air au bord de la nausée. La mâchoire de Grange se contracta. « Vous avez tous ri, vous avez tous laissé faire. Eh bien, écoutez-moi bien. Il y a des soldats et il y a des légendes. Vous avez une légende debout juste devant vous et vous n'avez même pas su la reconnaître. » Il se tourna, le regard brûlant Lucas. « Fais ton paquet. Tu dégages. » Lucas resta bouche bée. « Mais mon commandant, t'es pas digne de porter cet uniforme si tu sais pas reconnaître le courage quand il se tient là, en sang et en bleu, sous tes yeux. Dégage. » Lucas avala péniblement. Il tourna les talons et s'en alla, les épaules rentrées, la honte dégoulinant de lui comme de la sueur glacée. Le silence qui suivit son départ était plus épais qu'aucun brouillard. Quand sonna l'heure du dîner, André s'assit seul au bord de la tente de la popote, triturant lentement son plateau avec des doigts qui n'obéissaient plus toujours. Pendant un moment, les jeunes soldats chuchotèrent entre eux, jetant des regards en coin, se tortillant comme des gamins à un enterrement qui ne savent pas quoi dire. Puis le caporal Rémi vint, plateau en main. Il ne dit rien, posa juste son repas en face d'André et s'assit. Une minute après, le soldat de 2e classe Jean s'installa à côté d'eux. Puis Carter, puis le clerc. Bientôt, toute la table fut occupée. Personne ne présenta d'excuses. Des hommes comme eux n'avaient pas toujours les mots, mais ils n'en avaient pas besoin. Ils étaient là. Ils mangeaient avec lui, assis assez près pour que le silence paraisse moins creux. Au bout d'un moment, Jean se pencha, la voix à peine un souffle. « Pourquoi veuf 27, Serge ?» André ne leva pas les yeux de son plateau. Sa fourchette resta suspendue à mi-chemin, la main tremblant légèrement. « Parce que j'ai enterré 26 braves types, 26 que j'appelais frères. Je suis le 27e, toujours debout, toujours vivant, et je les porte encore tous avec moi. » La table se tut de nouveau. Même le cliquetis des couverts sembla se taire au loin. Dehors, le vent soufflait à travers les buissons du terrain d'entraînement. Les pans de la tente frémissaient comme s'ils allaient s'envoler et emporter tout le camp. André reposa sa fourchette, expirant par le nez. « Voilà pourquoi je suis là. Pas pour des médailles, pas pour votre respect. Je suis là pour que peut-être, quand votre tour viendra, quand les balles siffleront et que la nuit hurlera, vous vous souveniez d'un vieux qui était encore là à se pointer. Et que vous fassiez pareil pour les pauvres types derrière vous. » Jean baissa les yeux sur son plateau. Rémi avala difficilement. Aucun ne parla davantage. Pas besoin. Ils avaient compris. La vraie force n'était pas bruyante. Elle ne paradait pas, ne réclamait pas d'applaudissements. Elle saignait discrètement dans la poussière, s'entraînait sans témoin, hormis les fantômes qui suivaient derrière. Elle restait debout, cabossée sous le soleil, pour qu'un gamin trop fier et pas assez balafré apprenne enfin ce que signifiait vraiment le respect. Quand le couvre-feu tomba enfin, les couchettes se figèrent dans un silence étrange. Dehors, sous l'immense ciel étoilé de la Bourgogne, André était seul, appuyé contre la barrière, les mains serrées sur le bois. Il respirait lentement, la poitrine soulevée par les vieilles blessures jamais vraiment fermées. Quelque part dans cette obscurité, il les sentait tous. 26 âmes, leurs rires, leurs jurons, le poids de leurs mains sur ses épaules, comme s'ils n'étaient jamais vraiment partis. Il ferma les yeux. Laisser venir, laisser faire mal. Parce que c'était le prix pour être encore là. La nuit s'étira. Des coyotes jappèrent au loin dans les collines. Un train fit gémir son corps au creux de la vallée, comme un spectre. André resta jusqu'à ce que son souffle fasse de la buée et que son genou lui rappelle qu'il était temps d'aller se reposer. Dans la caserne, les jeunes qui l'avaient fait taire plus tôt mirent plus longtemps que d'habitude à s'endormir, les yeux fixés au plafond sombre, hantés par des images de guerre qui n'étaient pas encore les leurs, mais le seraient peut-être bientôt. Au matin, André était déjà levé, lassé ses bottes avant le premier appel. Il bougeait lentement, main, chaque tendon et ligament protestant, mais avec une méthode lente, rodée. Sur le terrain, il courut les mêmes tours qu'il faisait depuis des décennies,
même si son allure n'était plus qu'un petit pas prudent. Certains recrues essayèrent de le doubler avec un sourire suffisant pour finir par s'essouffler au bout de quelques tours, les poumons en feu. André continua, la sueur coulant de son menton, le souffle râpeux, le regard fixé bien au-delà de la clôture. Après les exercices, il resta avec eux au bar de traction. Ses bras tremblèrent violemment à la dernière traction, ses épaules secouées par les cicatrices de vieilles opérations. Mais il termina, lâcha prise, hocha la tête sans s'adresser à personne, comme une promesse muette de revenir le lendemain. Plus tard, quand Jean eut des crampes dans la montée à la corde, ce fut André qui se tint en bas, une main posée légèrement sur la corde, murmurant « Regarde pas en haut. Fiston, regarde le prochain nœud. Atteins-le, puis recommence. » Jean obéit, et quand il atteignit la plateforme, le souffle court, livide, il regarda en bas vers le vieux, la gorge trop serrée pour parler. Au dîner, la table fut plus silencieuse. Ils observaient André manger. Observaient la façon dont il serrait ses couverts, comme s'il pouvait lui glisser des doigts arthritiques. Observaient ses yeux se fermer entre deux bouchées, comme s'il goûtait à des souvenirs liés à des treillis troués et à des hommes qui n'étaient jamais revenus. Ce soir-là, la pluie tomba dru. Le tonnerre éclata sur la crête, des gouttes lourdes frappèrent les toits de tôle. La plupart restèrent à l'abri, mais André fit le tour de la clôture, seul. Col relevé, main sur le fil, sentant l'orage courir dans ses os. Ça faisait mal. Tout faisait mal, mais ça lui rappelait qu'il était vivant, qu'il gagnait encore le droit de se souvenir de 26 noms. Quand il revint enfin sous le préau, Jean l'attendait, trempé de son propre tour misérable. « Sergent, dit-il d'une voix rauque, puis hésita. « Je veux dire. »« André, pourquoi tu continues après tout ça ?» André haussa les épaules pour ôter sa veste détrempée. Ses yeux étaient fatigués mais doux. « Parce qu'un jour, tu seras le vieux gamin. Et tu prieras pour qu'on regarde comment tu le portes. » Jean resta planté là, les dents claquant, jusqu'à ce qu'André pose une main lourde sur son épaule. Lourde de mémoire, de fantômes et du simple fait de survivre. Mais c'était aussi une sorte de bénédiction. Cette nuit-là, les recrues parlèrent peu. Elles restèrent allongées à écouter la pluie marteler le toit, pensant à la prochaine course, à la prochaine montée, au prochain silence, où elles seraient peut-être côte à côte avec des fantômes qu'elles n'avaient pas encore rencontrés. Et à travers tout cela, la silhouette d'un vieux homme se grava dans leur esprit, boiteux mais inflexible. Quand l'aube revint, grise et froide, le sol glissant debout, André était déjà là, en mouvement, respirant, portant 26 âmes à chaque pas. Et derrière lui, petit à petit, ils commencèrent à comprendre. On ne s'entraînait pas pour des médailles, pour des galons, ou même pour l'orgueil. On s'entraînait pour revenir avec des histoires à chuchoter dans des pièces vides, pour pouvoir se tenir seul, la nuit, près d'une clôture, et sentir des mains sur ses épaules. Non pas pour vous tirer vers le bas, mais pour vous maintenir debout. André ne leva pas les yeux de son plateau ce matin, là non plus. Mais sa fourchette trembla moins. Et quand Jean vint glisser son propre plateau à côté du sien, aucun des deux n'eut besoin de parler. La leçon était déjà écrite dans la sueur, les bleus et les creux qu'aucun autre que de vieux soldats ne connaît vraiment. Parce que les légendes ne prennent pas leur retraite. Elles ne disparaissent pas. Elles enseignent. Elles endurent. Et surtout, elles restent. Pour qu'un jour, quand la nuit hurlera pour une nouvelle génération, quelqu'un soit là pour leur montrer exactement comment continuer à tenir debout.